Yo, j'espère que tu vas bien, que tu prends soin de tes bouquins et au-delà de tout, de ton cœur. Cette vidéo fait suite à la dernière qui portait sur les différentes solutions de logement pour jeunes étudiants. Et dans celle-ci, on va s'intéresser aux jeunes travailleurs. C'est parti! Je vais devoir assumer, devoir assurer tes enchaînements me tordent. Ami à mort, faut surtout pas que tu t'arrêtes ou je t'en demande encore. Tes enchaînements c'est trop. Ami à mort, faut surtout pas que tu t'arrêtes ou je t'en demande encore. Donc comme je disais, cette vidéo fait suite à la dernière qui portait sur la démarche à entreprendre pour faire une demande de logement étudiant. Donc dans celle-ci, rien ne va changer au niveau de la démarche elle reste la même. Donc cela dit, si tu viens d'arriver et que tu es concerné par le sujet, je te recommanderais d'abord de commencer par la première partie. Parce que du coup celle-ci sera une continuité de la première et je vais juste rajouter quelques éléments qui faisaient exception à la première explication. Donc déjà, première condition à remplir pour prétendre à un foyer jeune travailleur, c'est tout simplement d'être jeune travailleur. Autrement dit, il faut avoir un contrat de travail en cours et gagner minimum 700 €. Mais bon, généralement, ils sont pas très stricts là-dessus. Si tu gagnes à peu près 500 €, c'est déjà bien, mais juste pas en dessous. Et donc la deuxième exception portera sur la durée du contrat. Contrairement aux résidences étudiantes, en foyer jeune travailleur, les contrats ont une durée maximale de 2 ans. Évidemment, le contrat peut être renouvelé, mais l'idée c'est que vous trouvez un logement stable à l'issue de ces 2 ans ou bien avant, ce serait l'idéal. Et c'est là d'ailleurs le gros avantage de ce type de logement, étant donné que c'est considéré comme un hébergement temporaire et non pas une location classique. Donc ton dossier sera d'office considéré comme un dossier prioritaire parmi les cas prioritaires de logements sociaux. Ensuite, troisième élément exceptionnel propre au foyer jeune travailleur, et là c'est une grosse contrainte, c'est au niveau des horaires de visite, d'hébergement, etc. Il faut savoir qu'on n'a pas droit aux hébergements. Après, ça peut dépendre d'un foyer à un autre, mais généralement les hébergements sont interdits. Et aussi au niveau des horaires, dans certaines résidences, dans la plupart d'ailleurs, les visites sont très limitées, généralement à partir de 20-21 h. Moi je me rappelle par exemple dans mon ancienne résidence, il arrivait que les gestionnaires ils viennent frapper à la porte pour demander à la personne de partir parce que lors des visites prenaient fin, et je trouve ça vraiment très intrusif parce que du coup en tant qu'adulte, c'est un peu une atteinte à notre intimité en quelque sorte, à notre liberté, parce que bon, c'est bon, on n'habite plus chez papa et maman. Mais un autre avantage, c'est que du coup, généralement dans les foyers jeunes travailleurs, il y a toujours des travailleurs sociaux au sein de la résidence, ce qui rend donc plus facile les démarches administratives, les recherches de travail, etc. Et enfin, dernière exception, les activités collectives, donc des petits jeux, des sorties, etc. Quelque chose que je vois très rarement dans des résidences étudiantes, je crois même qu'il n'y en a pas. Alors que dans les foyers jeunes travailleurs, c'est quelque chose qui est très courant. Et personnellement, je trouve ça super important parce que du coup, ça renforce la cohésion au sein du foyer. Et donc, deuxième et dernière solution pour jeunes travailleurs, évidemment la liste n'est pas exhaustive, mais moi personnellement, je vais m'arrêter à cette dernière solution parce qu'après les autres, je trouve que c'est pas trop pratique. Ça va être la colocation. Donc la colocation en appartement plus particulièrement. Donc généralement, c'est légèrement moins cher que les studios ou appartements classiques, même si au niveau des APL, c'est pas trop ça. Mais l'avantage, c'est que vous avez quand même plus de chances d'être en bonne compagnie, surtout si c'est des personnes qui ont la même situation que vous. Ça renforce quand même les liens, et pour les personnes qui craignent la solitude, c'est une bonne chose. Et là évidemment, on a de nouveaux droits aux hébergements. Donc on peut inviter une amie dormir chez nous 2-3 nuits, ça fait toujours de la compagnie en plus, c'est bien. Et puis généralement c'est plus spacieux aussi, vous avez vraiment l'impression d'habiter dans un vrai appartement. Ce qui n'est pas tellement le cas quand on est dans des foyers jeunes travailleurs ou des résidences étudiantes, parce qu'il y a plein de restrictions, comme je l'ai dit. Et aussi au niveau par exemple de la cuisine, un truc qui est super embêtant, ça va être vraiment au niveau du frigo, du congèle, donc qui sont tout petits. Et pour les personnes qui ont l'habitude de faire des courses au mois par exemple, ça peut être un gros inconvénient parce que on peut pas tout stocker en fait. On peut pas tout stocker, or que là en colocation, t'as un frigo classique d'appartement et je trouve ça plus pratique. Et donc au niveau de la démarche à entreprendre, généralement il y a pas mal d'annonces sur Le Bon Coin ou encore sur des sites de particulier à particulier où vous pouvez contacter directement les propriétaires, ils répondent très vite, ils sont très accessibles. Encore une fois, faire attention à ne pas se faire arnaquer, important. Et voilà quoi, généralement c'est assez rapide. On arrive à la fin de la vidéo, j'espère vraiment qu'elle te sera utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. En attendant, moi je te dis, prends soin de toi, de tes bouquins et au-delà de tout, de ton cœur.